cette exploration, une analyse sur mesure, construite à partir des documents qu'on a reçus. Aujourd'hui, on se penche sur l'économie du Burkina Faso, avec un focus assez précis sur deux secteurs, les produits de nettoyage et les plastiques. On a pas mal de matières, des données commerciales sur 10 ans, le plan détaillé d'un projet d'école de fabrication, des infos sur la ZLCF, l'intégration africaine, et même un éclairage historique. Notre but, assembler un peu toutes ces pièces, comprendre la situation commerciale du Burkina, surtout dans ces domaines clés, évaluer aussi une proposition concrète, cette idée d'école, voir si c'est pertinent, et replacer tout ça dans un contexte plus large, l'industrialisation, le marché africain. Bon, allons-y. Oui, tout à fait. L'important, c'est de lier les chiffres bruts, les données macro, avec une initiative de terrain, comme cette école. C'est ça qui donne du sens, qui permet de comprendre les vrais enjeux, quoi. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. La balance commerciale globale du Burkina Faso, disons de 2013 à 2023, les chiffres y montrent une augmentation des échanges. C'est clair. Les exportations, elles ont quasiment doublé, non? De 2,37 à 4,47 milliards de dollars. Oui, c'est ça. Mais les importations aussi ont grimpé, de 4,15 à 5,89 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça nous dit que, malgré une certaine dynamique à l'exportation, le pays importe toujours plus qu'il n'exporte. Structurellement, le déficit commercial, le trou, il était de 1,78 milliard en 2013, il est encore à 1,42 milliard en 2023. Bon, il y a eu un petit moment là, 2020-2021, où c'était mieux, presque à l'équilibre, voire un peu au-dessus, Ah oui, je vois ça. mais la tendance de fond, elle reste déficitaire. Et cet indicateur, le taux de couverture, import-export, c'est bien ça qui mesure le rapport entre les deux. Exactement. C'est exportation totale divisé par importation totale fois 100. Un indicateur clé de l'équilibre. D'accord. Et il est passé de 57% en 2013 à 76% en 2023, après ce pic autour de 100. Donc ça confirme ce déséquilibre dont vous parliez. Tout à fait. Un taux sous les 100%, ça signifie que le pays importe plus en valeur qu'il n'exporte. Alors, voir ce taux remonter, c'est positif bien sûr, mais bon, rester à 76%, ça montre quand même une dépendance assez forte vis-à-vis de l'extérieur. Alors justement, regardons de plus près ces secteurs clés, nettoyage et plastique. On utilise les codes HS, c'est ça? Oui, c'est la nomenclature internationale. HS34 pour les produits nettoyage, savon, détergent, et HS39 pour les plastiques et ouvrages en plastique. D'accord. Alors, pour le HS34, les produits de nettoyage, la situation est assez frappante. Les exportations sont quasi nulles. À peine 282 000 dollars en 2023. C'est très peu. Et en face, les importations, 25,4 millions de dollars. Ah oui, là, le différentiel est énorme, c'est flagrant. Le taux de couverture ici, il tombe à 1,11% en 2023. C'est-à-dire que pour 1 dollar exporté, Ils en importent presque 90. c'est ça, c'est une dépendance quasi totale. Pour des produits de base, des choses qu'on utilise tous les jours. Et pour les plastiques, le HS39, c'est le même genre d'histoire? C'est très similaire, oui. Exportation faible, 1,5 million de dollars en 2023, et en face des importations massives, 101 millions. Le taux de couverture est à peine plus haut, 1,5%. Hmm. Pour comparer, si on regarde l'Afrique dans son ensemble, en 2023, le taux de couverture pour le HS34 était autour de 48%. Pour le HS39, c'était 23,5%. Donc, même si le continent est aussi déficitaire globalement, la situation du Burkina Faso semble particulièrement aiguë pour ces deux types de produits. D'accord. Et cette dépendance vraiment criante, ça donne tout son sens au projet dont on a les détails. L'école de fabrication Imala Toukoulou. C'est une initiative qui veut former des gens là-bas à fabriquer et vendre justement ces produits qui manquent. On met le doigt sur le problème, là. Oui, et le modèle est intéressant. C'est pas juste une formation théorique. L'idée, c'est que les étudiants, en fait, ils produisent vraiment. Ils sont comme des travailleurs en formation. Et la vente de ce qu'ils fabriquent, ça aide à financer l'école. C'est un cercle, quoi. Ah d'accord. L'objectif final, c'est de créer des entrepreneurs capables de lancer leur petite affaire, ou alors des techniciens super qualifiés pour une industrie qui pourrait se développer. Et la formation, elle couvrirait quoi exactement? Toute une gamme de produits? Oui, la liste est assez précise. 11 produits de nettoyage. Javel, liquide vaisselle, lessive, savon liquide, nettoyant vitre, adoucissant, etc. Même de l'eau de colonne. Et côté plastique, 7 compétences clés.
Classification, matières premières, puis la fabrication elle-même par injection pour les bouchons, par soufflage pour les bidons de 5, 10, 20, 30 litres. C'est très concret? Très concret, oui. Et le projet est phasé. Sur un an, en gros. D'abord, 3 mois pour tout mettre en place. Les locaux, le personnel, choisir les candidats. Puis, 6 à 9 mois de formation pratique, avec les premières productions, les premières ventes. Et enfin, une phase pour accompagner les diplômés. Aide à la création d'entreprises, recherche de contrats. Il y a une vraie logique de A à Z. Les documents parlent aussi des machines nécessaires, des coûts annuels, mais ce qui ressort, c'est que ça semble vraiment coller aux besoins qu'on a vus dans les chiffres du commerce, non? C'est exactement ça, le point crucial. Il y a un marché intérieur évident qui existe, mais qui est servi massivement par les importations. Ce projet, il vise à remplacer une partie de ces importations par une production faite sur place, en créant les compétences qui manquent aujourd'hui. C'est une réponse directe, très ciblée. Alors, élargissons un peu. Comment ce projet s'intègre dans le contexte plus large africain? Je pense notamment à la ZLCAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Le Burkina Faso en fait partie, c'est ça? Oui, absolument. La ZLCAF, c'est cette initiative majeure pour créer un grand marché unique en Afrique. L'idée, c'est de faire tomber les barrières douanières entre les pays africains, faciliter les échanges, notamment de produits manufacturés, pour booster l'industrialisation sur le continent. Et ça représente un vrai potentiel, hein? Pour nos secteurs, là, nettoyage et plastique? Ah oui, le potentiel il est gigantesque. Si on regarde juste les importations totales des pays de la ZLCAF en 2023, pour les produits nettoyage, on parle de plus de 3,5 milliards de dollars. Et pour les plastiques, plus de 26,6 milliards. Ah oui, quand même. En tout, ça fait plus de 30 milliards de dollars de marché potentiel sur le continent pour ces produits. Donc pour un pays comme le Burkina Faso, s'il arrive à développer une capacité de production locale, même petite au début, ça ouvre des portes, d'abord pour son propre marché, et puis pourquoi pas pour exporter vers les voisins dans ce cadre de la ZLCAF. Donc cette école, en formant des producteurs locaux, ce serait une sorte de première pierre pour que le Burkina Faso puisse essayer de capter une petite partie de ce marché immense. Précisément, c'est une démarche qui colle parfaitement à l'esprit de la ZLCAF. On développe les capacités locales pour faire plus de commerce centrafricain. Ça change aussi la donne pour les partenaires extérieurs, comme la Turquie, qui est mentionnée dans les sources. Ils devront peut-être adapter leur approche, moins exporter de produits finis et plus investir dans la production sur place, en partenariat. C'est intéressant. On a aussi une autre source, un rapport de recherche, qui parle de synergie industrielle des produits de nettoyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est une idée assez forte. Ça dit qu'une industrie, même simple comme celle des produits de nettoyage, elle ne lit pas toute seule. Elle peut en entraîner d'autres. Pensez-y, pour faire du détergent, il faut quoi? Des produits chimiques, donc ça tire l'industrie chimique. D'accord. Il faut des emballages, des bouteilles, des bouchons, ça tire l'industrie plastique. Il faut des machines pour mélanger, remplir, emballer. Ça tire l'industrie mécanique, l'automatisation, la fabrication de moules. Ah oui, je vois. Donc en stimulant la production locale de savon, on pourrait indirectement aider à créer une usine de bouteilles ou un atelier de machines. C'est l'idée, oui. Le rapport met en avant ces liens. La chimie doit innover, le plastique doit être performant, les machines efficaces. Et ça touche aussi à la R&D, au recyclage. C'est tout un écosystème économique qui peut se mettre en place. Et ce qui est frappant, c'est que le projet d'école, il touche justement à plusieurs de ces éléments, hein. La formulation chimique de base et la transformation plastique. C'est comme une petite graine industrielle en quelque sorte. Exactement. Ça pourrait avoir un effet d'entraînement. Modeste au début, bien sûr, mais réel. Le rapport mentionne même des liens possibles avec la chimie verte, les peintures. C'est le début d'une diversification potentielle. Cette vision systémique, on la retrouve ailleurs aussi, dans un document qui parle de tissu industriel et qui suggère une approche par étapes, commencer par des biens de consommation simples, comme les nettoyants, pour ensuite remonter la chaîne vers le plastique, les machines, une industrialisation goutte à goutte, c'est ça? Oui, et les transcriptions d'Ismail Erkan vont aussi dans ce sens. Il insiste beaucoup sur une approche structurée. Il faut regarder ce qui est massivement importé, c'est le problème, et voir comment on peut le produire localement, c'est la solution. Il parle de commerce industrialisant, c'est-à-dire aider un pays partenaire à développer sa propre production plutôt que de juste lui vendre des produits. C'est gagnant-gagnant à terme. Et il critique un peu l'idée de tout miser sur l'initiative privée, sans un cadre, sans un soutien stratégique de l'État ou d'institutions. D'accord. Et tout ça, est-ce que ça correspond au plan, aux stratégies officielles du Burkina Faso? Ah oui, tout à fait.
Si on regarde le plan national de développement, le PNDS, les objectifs sont clairs. Diversifier l'économie, sortir de la dépendance au coton et à l'or, augmenter la valeur ajoutée produite localement, créer des emplois, surtout pour les jeunes là-bas, la population est très jeune là-bas. Donc, former des jeunes à produire sur place des biens qui sont aujourd'hui importés, ça coche vraiment toutes les cases. Et ça s'inscrit dans les politiques de soutien aux PME, à la formation professionnelle que le pays essaie de promouvoir. L'école, c'est une application très concrète de ces intentions. Et puis, il y a ce détour historique inattendu, le premier plan industriel turc dans les années 30. C'est quoi le lien, là? C'est un exemple fascinant d'industrialisation volontariste. Après son indépendance et face à une forte dépendance extérieure, aggravée par la crise de 29, la Turquie a lancé un grand plan pour créer ses propres industries de base. Textile, chimie, papier, mines. L'idée, c'était de substituer les importations par la production locale, en utilisant les ressources du pays. Et ça a marché? Oui, ça a eu des résultats marquants pour l'époque, ça a créé un socle industriel, ça a réduit fortement le déficit commercial, ils ont même eu des excédents pendant plusieurs années, et ça a formé de la main-d'œuvre. Le parallèle avec les défis du Burkina aujourd'hui est intéressant. Cette volonté de produire localement, de réduire la dépendance, de développer les compétences. Et un détail, ce plan turc, il a aussi utilisé de l'expertise et des crédits étrangers, notamment soviétiques et britanniques. Ça fait écho à l'idée de transfert de savoir-faire international qu'on voit dans le projet d'école. L'histoire montre qu'une approche planifiée, ça peut fonctionner. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, on a le Burkina Faso, très dépendant des importations pour des produits de base comme les nettoyants, les plastiques. On a un projet très concret, cette école de fabrication qui vise à créer les compétences et les entreprises pour y remédier localement. Et on a un contexte, la ZLECAf, les plans nationaux qui semblent porteurs pour ce genre d'initiative. Qu'est-ce qu'on en retire au final? On retient qu'il y a une cohérence assez forte entre le diagnostic, la solution proposée, et le cadre général. Le potentiel de synergie, où un secteur en entraîne d'autres, il est bien réel, même s'il ne faut pas non plus s'emballer sur l'échelle immédiate. Et puis, surtout, l'éducation technique, le transfert de compétences, ça apparaît comme un levier absolument fondamental. C'est la base pour démarrer ce type de développement. L'histoire et l'économie nous disent qu'il faut une approche structurée. Oui. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour conclure. Au-delà des plans, des chiffres, le succès de tout ça, ça dépend énormément de l'énergie des entrepreneurs sur place et aussi de la qualité des partenariats internationaux. Comment on fait pour que des initiatives comme cette école prennent vraiment racine, qu'elles créent un impact durable, qu'elles tiennent le coup face à la concurrence mondiale qui est rude? Comment on cultive ce fameux tissu industriel local? Une vraie question. C'est effectivement la question clé qui demeure. Et c'est peut-être sur cette interrogation qu'on peut terminer notre exploration d'aujourd'hui.